la biodiversité cachée des récifs coralliens. Donc, je me présente, je m'appelle Marion Pédel et je suis actuellement en thèse au sein de l'UMR Anthropie. Donc, je vais couper ma vidéo pour fluidifier le réseau. Hop. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ma thèse. Donc, elle s'intitule Biodiversité cachée des récifs coralliens, étude des dynamiques spatiales et temporelles du cryptobiome. Donc, elle est réalisée au sein de l'UMR Anthropie et elle est encadrée par Henriette Brugman, Agnès Déteil ainsi que Mireille Guillaume. Donc, rapidement, je vais vous présenter mon parcours avant d'arriver en thèse. Donc, suite à mon bac scientifique, j'ai fait un DUT en génie biologie en option génie de l'environnement. Après, je suis partie 1 an à l'étranger en Irlande du Nord, faire un diplôme international en sciences environnementales où je me suis spécialisée dans les sciences marines. Suite à ça, j'ai complètement changé de climat et je suis venue à La Réunion réaliser le master Bestali, où j'ai eu l'occasion d'effectuer 2 stages au sein de l'UMR Anthropie. Le premier sur le suivi de la reproduction des coraux de feu, les millépores hexahexa, ainsi qu'un stage sur les méthodes de suivi et de gestion des récifs coralliens appliqués aux îles éparses. À la fin de mon master, j'ai créé ma micro-entreprise et je suis devenue consultante en analyse de données scientifiques où j'ai pu travailler sur l'écoacoustique marine ainsi que sur la biodiversité cachée des récifs coralliens. Ensuite, j'ai travaillé en tant que chargée d'études biodiversité didactique ainsi que médiatrice scientifique au sein du colloque international Island Biology qui s'est déroulé à La Réunion l'année dernière. Et en octobre 2019, j'ai commencé mon doctorat en écologie marine sur la biodiversité cachée des récifs coralliens. Donc, pour vous situer un peu le contexte, donc, les récifs coralliens sont des réservoirs de biodiversité mondialement menacés, mais finalement, les organismes cachés des récifs restent peu connus alors qu'ils représentent la majorité de leur diversité et sont une composante essentielle à leur fonctionnement. Ici, à La Réunion, et plus généralement dans les Mascareignes, on a la chance de faire partie d'un des hauts lieux de la biodiversité où l'on va retrouver des espèces uniques au monde. Toutefois, l'augmentation des pressions humaines comme la pollution nécessite la mise en place de suivi écologique et l'utilisation de micro-récifs appelés ARMS permettra d'échantillonner ce cryptobiome de façon standardisée. Ces ARMS sont couplés aux nouvelles technologies moléculaires et permettent d'étudier les organismes plus précisément et à grande échelle en comparant les résultats avec le reste du monde. Donc, ma thèse, elle est axée autour de la problématique suivante. Quelles sont la diversité et la dynamique spatio-temporelle du cryptobiome récifal et comment on peut optimiser les suivis écologiques de l'écosystème récifal. Donc, pour répondre à cette question, on a 4 grands objectifs. Le premier, ça va être d'analyser la similarité des assemblages à travers un échantillonnage spatial standardisé qui va permettre de déterminer les facteurs qui influencent la composition des communautés. Est-ce que cette composition va dépendre de la capacité de dispersion des taxons ou bien des caractéristiques environnementales des sites? Par exemple, est-ce que les communautés vont être différentes lorsqu'on est en réserve marine ou en dehors des réserves marines? Le deuxième objectif, ça va être de réaliser un suivi de la colonisation des nouveaux habitats, c'est-à-dire des ARMS, par le cryptobiome pour étudier la vitesse de colonisation ainsi que la prédictibilité. C'est-à-dire, est-ce que si on pose un ARMS en saison chaude, est-ce qu'il va être colonisé plus vite et est-ce que cette colonisation sera différente que s'il avait été posé en saison froide? Le troisième objectif, ça va être de comparer les cryptobiomes en fonction des zones géographiques, donc La Réunion et Rodrigue ici. La Réunion, c'est une île plus jeune avec de plus petits récifs coralliens par rapport à Rodrigue. Et donc, on peut se demander si le cryptobiome il sera plus diversifié à Rodrigue qu'à La Réunion. Et pour finir, le dernier objectif, ça va être de construire un référentiel local pour calibrer les protocoles pour qu'ils soient adaptés au sud-ouest de l'océan Indien. Donc, je vous parle des ARMS, mais qu'est-ce que c'est? Les ARMS, ce sont des hôtels à biodiversité. Ils sont composés de 9 plaques en PVC superposées. Les ouvertures entre les plaques, elles sont alternativement ouvertes ou obstruées par des croisillons. Par exemple, entre la plaque 1 et 2 en partant du haut, l'espace entre les plaques va être laissé ouvert pour permettre la circulation de l'eau. Entre la plaque 2 et 3, l'espace entre les plaques est fermé pour réduire le flux d'eau et mimer une crevasse. Ces différentes conditions permettent de cibler différents taxons. Donc ici, en haut à gauche, on retrouve un ARMS qui vient d'être posé et en dessous, on a un ARMS au bout de 2 ans sur le site de l'échantillonnage. Et donc l'ARMS, il va permettre de récupérer 4 fractions. Une fraction mobile qui sera supérieure
à 2 mm, une fraction mobile qui fera entre 500 microns et 2 mm, une fraction mobile entre 100 microns et 500 microns, ainsi qu'une fraction sessile. Donc, pour ma thèse, les armes ont été positionnées sur les pentes récifales en haut des éperons à 10 mètres de profondeur sur 2 îles du sud-ouest de l'océan Indien, La Réunion et Rodrigue. À La Réunion, les sites ont été choisis pour étudier le taux de changement de la biodiversité en fonction de la distance, c'est-à-dire la biodiversité bêta. On a donc 9 sites répartis sur la côte ouest, donc de Saint-Paul jusqu'à Petite-Île. 10 armes ont été récoltées en 2015 et en 2018, et il en reste encore 36 à récolter, dont la majeure partie en fin d'année, en décembre. Et donc, sur la carte de La Réunion, vous pouvez voir qu'il y a certains arbres qui sont représentés par des points verts. Ça représente les zones sanctuaires de la réserve. Donc, on pourra tester un potentiel effet réserve à La Réunion. À Rodrigue, il y a eu 8 arbres de récoltés sur 3 sites en 2017. Donc, une fois que l'arbre est récolté, il arrive au laboratoire dans une cuve pleine d'eau pour garder les organismes en vie. L'arbre, il va être démonté et cette eau elle va être filtrée à travers une colonne de tamis et ça va permettre de récupérer 2 petites fractions mobiles, donc les fractions 500 microns de millimètres et de 100 à 500 microns. Ensuite, on va récupérer tous les organismes supérieurs à 2 mm. Ces organismes se voient attribuer un numéro et sont photographiés avant d'être mis en tube pour de futures analyses par barcoding. Les plaques, quant à elles, sont photographiées, aussi bien la face du dessus que la face du dessous, et ces photos serviront à des analyses de recouvrement par la méthode Corral-Comte. Ensuite, on va regarder plus précisément chaque plaque et lorsqu'on remarque des organismes qui peuvent être sous-échantillonnés, on va également leur attribuer un numéro et ils serviront au barcoding. Donc, ces individus qui servent au barcoding, ils doivent être regroupés en groupes morphospécifiques, c'est-à-dire que les organismes qui se ressemblent vont être considérés comme une même morpho-espèce, à défaut de savoir si ce sont la même espèce. Donc, pour chaque morpho-espèce, des spécimens seront envoyés aux taxonomistes pour obtenir des noms d'espèces et des organismes seront envoyés à séquencer par barcoding, pour faire du barcoding, pour obtenir des séquences de référence. Une fois qu'on a ces données, elles vont être mises à disposition de la communauté scientifique sur des bases de données internationales comme BOLD et GenBank, ainsi qu'une base de données plus visuelle interne à la thèse pour l'instant. La 4e étape, ça va être de faire des smoothies. En fait, les plaques elles vont être recouvertes par des organismes sessiles qu'on va gratter et qu'ensuite on va mixer pour homogénéiser la fraction et ça servira aux analyses de métabarcoding. Donc, je vous parle de barcoding, mais qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, au cours des 20 dernières années, le barcoding est devenu populaire pour identifier rapidement les organismes et simplifier les analyses de communauté. Cette identification, elle se base sur le séquençage d'une courte région d'ADN qui est spécifique aux espèces. Le barcoding repose sur l'hypothèse que les distances génétiques au sein d'une seule espèce sont plus faibles que les distances génétiques entre les espèces. Donc, comment choisir son barcode? Il doit répondre à 5 critères. Il doit être identique pour les individus d'une même espèce et il doit être différent entre les individus de différentes espèces. Il doit être standardisé, c'est-à-dire que la même région d'ADN doit être utilisée et utilisable pour différents groupes taxonomiques. Il doit contenir assez d'informations phylogénétiques pour assigner des espèces non référencées à leur groupe taxonomique. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à obtenir l'espèce, l'idée c'est d'au moins avoir le genre ou la famille de notre individu. Ensuite, les sites d'amorce doivent être conservés pour qu'ils s'amplifient correctement. Et pour finir, la région d'ADN, elle doit être assez courte pour permettre l'amplification d'ADN dégradé. Donc en fait, le barcode idéal, il n'existe pas et pour éviter ces biais, on va combiner plusieurs barcodes de gènes indépendants comme les gènes mitochondriaux et nucléaires. Donc dans le cadre de la thèse, on a choisi 3 barcodes dont 2 mitochondriaux et 1 nucléaire. Donc le premier, ça va être le CO1 pour cytochrome oxydase subunité 1 qui va servir au barcoding et au métabarcoding. Donc le CO1, il provient de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire qu'il est hérité de la mère et il est non sujet aux recombinaisons. Les mitochondries sont très présentes dans les organismes, ce qui les rend facilement amplifiables.
C'est également un barcode qui évolue rapidement et donc il permet de distinguer les espèces qui ont divergé récemment. C'est aussi le barcode le plus utilisé pour les métazoaires, ce qui le rend incontournable pour les études en écologie. Ensuite, le deuxième barcode, ça va être le CESES, qui va servir au métabarcoding. C'est également un marqueur qu'on retrouve sur l'ADN mitochondrial, donc il va avoir les mêmes avantages que les CO1. Toutefois, il est moins variable, ce qui permet de cibler un plus large spectre taxonomique, c'est-à-dire qu'on va voir les métazoaires ainsi que les prokaryotes. Le troisième barcode qu'on va utiliser, c'est le 18S, qui servira au barcoding et au métabarcoding. Donc, il provient de l'ADN nucléaire, il est très conservé et ça permet une large couverture des eucaryotes. Donc, comment procède-t-on pour faire le barcoding? Donc, tout d'abord, il faut extraire l'ADN de notre organisme. Ensuite, on va amplifier la zone ciblée, c'est-à-dire le barcode. On va envoyer à séquencer cette zone ciblée. Et ensuite, la séquence obtenue sera comparée à des bases de données, ce qui nous permettra de récupérer le nom d'espèce avec un peu de chance. Donc maintenant, en ce qui concerne le métabarcoding, en fait, c'est du barcoding, mais qui va être appliqué à l'échelle des communautés. Donc on ne va pas s'occuper d'un seul individu, mais plutôt d'un ensemble d'individus. On va retrouver les deux mêmes étapes que dans le barcoding, c'est-à-dire l'extraction et l'amplification des zones ciblées. Ensuite, on va avoir deux étapes qui sont inhérentes au séquençage à haut débit. Donc, on va avoir le séquençage à haut débit, ainsi que le traitement bioinformatique. L'étape du traitement bioinformatique, elle sert en fait à regrouper ensemble les séquences similaires. Et ces groupes de séquences similaires, on va les appeler OTU pour unités taxonomiques opérationnelles. Une fois qu'on a nos OTU, on va pouvoir les assigner taxonomiquement à l'aide de bases de référence et ensuite réaliser nos analyses écologiques. Donc, j'aimerais vous parler plus rapidement des traitements bioinformatiques, car je me suis rendu compte à travers la bibliographie que c'est une étape qui était souvent mise de côté par les écologues, alors qu'elle détermine grandement les résultats obtenus. En fait, la plus grande partie du travail en écologie moléculaire, ça va être le traitement du nombre important de séquences disponibles en fin de séquençage. Il est très courant d'avoir plusieurs millions de séquences. Et donc, le principal objectif de cette étape, ça va être de filtrer les erreurs et les artefacts afin de réduire la taille du jeu de données. Donc, les traitements, ils varient grandement en fonction des études écologiques, mais ils sont généralement composés de 3 étapes. Le pré-traitement des données qui va permettre le retrait des erreurs et le contrôle de la qualité des séquences. Ainsi, la deuxième étape, ça va être le regroupement des séquences pour obtenir des OTU. Donc, on appelle ça le clustering. Et la troisième étape, ça va être l'assignement taxonomique de ces OTU. Donc, pour vous montrer un peu les effets des paramètres, en voici plusieurs que j'ai testés pour déterminer lequel pipeline était le plus adapté à mon jeu de données. Donc, le jeu de données utilisé ici, ça correspond à 3 arms qui ont été récoltés à La Réunion en 2015. Donc, en rose, on a le pipeline que j'ai défini comme étant le pipeline optimal, donc le mieux adapté à mes données. En kaki, j'ai un pipeline où il y a un filtre de qualité plus restrictif. En vert, j'ai une étape supplémentaire pour retirer les chimères. En bleu, je n'ai pas uniformisé le sens de mes séquences. Et en violet, j'ai utilisé une seule partie de mes séquences disponibles. Donc, on remarque que le filtre de qualité, il va réduire de 90% mon nombre des séquences, alors qu'il réduit que 40% de mon nombre d'OTU. En fait, le filtre, il est quand même trop restrictif, car on va quand même perdre mes 40% de diversité en OTU. Ensuite, si on prend l'uniformisation des séquences, donc cette étape, ça n'a pas d'effet sur le nombre de séquences, ce qui est assez logique, vu qu'en fait, je n'enlève pas des séquences, c'est juste que je ne les range pas. Par contre, quand on regarde le nombre d'OTU, on remarque que j'en obtiens presque le double. Et en fait, ça s'explique, c'est parce que je vais avoir un OTU dans un sens et un OTU dans l'autre sens. Donc, ils vont compter comme 2 OTU, alors qu'au final, ils sont identiques. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation d'une seule partie des séquences, donc en fuchsia, je vais obtenir le même nombre d'OTU. Donc, ça peut être utile pour réduire le temps d'analyse. Par contre, l'assignement derrière, il risque d'être moins bon. Et pour finir, on voit que l'étape supplémentaire de réduction des chimères, elle n'a pas d'effet sur mon nombre d'OTU, c'est-à-dire que mon pipeline optimal, il est déjà efficace pour enlever ces chimères. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut trouver le meilleur compromis entre tous ces paramètres et surtout savoir pourquoi on les a appliqués.
Ensuite, après les effets des paramètres, on retrouve les effets qui vont être liés à la méthode d'assignement utilisée. Donc en fait, le nombre d'OTU assignés et la qualité de cet assignement dépendent de l'algorithme utilisé ainsi que du rang taxonomique ciblé. Donc j'ai comparé 3 algorithmes les plus utilisés dans la littérature avec des paramètres similaires. Donc on a BLAST en bleu, LCA en rose et RDP en violet pour un assignement au phylum à gauche et un assignement à l'espèce à droite. Donc on remarque que LCA, il assigne beaucoup plus d'OTU, mais qu'au final, il est moins précis, avec seulement 13% des OTU assignés au phylum qui seront aussi assignés à l'espèce. Contrairement à BLAST, qui lui va assigner peu d'OTU, mais de manière fiable. RDP, quant à lui, est un algorithme intermédiaire aux deux. Donc ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que les algorithmes ils vont être complémentaires, parce que quand on regarde les OTU assignés à l'espèce, on voit que chaque méthode assigne des OTU qui n'ont pas été trouvés par les autres méthodes. Maintenant, je vais passer aux résultats préliminaires que j'ai trouvés au cours de cette première année de thèse. Donc, ces résultats, ils sont obtenus pour les arbres qui ont été récoltés à Réunion en 2018 et à Rodrigue en 2017 pour le marqueur, le barcode, le CO1. Et les résultats, ils sont uniquement assignés avec BLAST. Donc, à la fin de mon séquençage, j'avais plus de 3 millions de séquences. À la fin de mon traitement bioinformatique, il me restait plus de 2 millions de séquences qui ont conduit à la création de 9 477 OTU. Et parmi ces OTU, j'en ai que 84 qui ont pu être assignés à l'espèce, soit moins d'1% des OTU. Et ça représente quand même 10 embranchements. Donc ici, c'est la proportion des OTU que j'ai pu assigner au phylum. Donc on voit que plus de 98% de mes OTU ils sont non assignés au phylum, donc c'est quand même une grande partie. Et si on regarde les OTU que j'ai pu assigner au phylum, on se rend compte qu'il y a une majorité d'éponges, d'arthropodes et de mollusques. On remarque aussi que les proportions de phylum assignés est différente à la proportion des OTU assignés. Et cela, ça s'explique par le fait que le nombre de séquences obtenues à la fin d'un séquençage va dépendre du taxon séquencé, car certains taxons vont s'amplifier plus facilement que d'autres. Donc la proportion des séquences, elle ne représente pas la proportion du taxon dans l'échantillon. Ensuite, si on regarde la fréquence d'occurrence des OTU dans mes échantillons, donc ici on a le nombre d'OTU en abscisse et le nombre, on a le nombre d'OTU en ordonnée et le nombre, et le nombre d'échantillons en abscisse, voilà. Et donc, on remarque qu'en fait, environ 6000 OTU, soit 63% de mes OTU, sont présents dans un seul échantillon, qu'il n'y a aucun OTU présent dans tous mes échantillons. En fait, au maximum, j'ai 2 OTU qui sont présents dans 25 échantillons. Et donc ça montre qu'il y a une composition très différente entre les échantillons, et donc il y a une potentiellement très forte diversité dans le cryptobiome. Et ça concorde avec, les résultats trouvés dans la littérature, où en fait, plus on pose d'armes, plus on trouve d'OTU, et ça sans jamais atteindre de plateau. Donc, il y a potentiellement beaucoup d'espèces dans le cryptobiome. Ensuite, si on regarde le profil des communautés, donc ici, on a l'occurrence des OTU en fonction des fractions. On remarque que la fraction sessile, c'est la plus diversifiée, que ce soit en nombre total d'OTU ou en nombre d'OTU moyens. À savoir que j'ai effectué des comparaisons de moyenne entre les fractions, il n'y a pas de différence significative. Et on remarque aussi qu'il y a peu d'OTU qui vont être présents dans toutes les fractions, c'est 10% des OTU. Ensuite, j'ai réalisé une analyse multivariée de la similarité des communautés et on remarque qu'il y a une différence entre les deux îles avec la Réunion très regroupée en haut, malgré un petit point en bas, et on retrouve Rodrigue en bas. Donc, il semble avoir des différences, il y a des différences entre les communautés des îles et il semble avoir des différences dans les fractions. Mais ça, il faudra un échantillonnage plus conséquent. Donc, normalement, avec celui de décembre, on pourra confirmer ou non cette hypothèse. Donc, concernant le profil des communautés et des îles, on remarque qu'à La Réunion, il y a plus d'OTU en moyenne et qu'il y a aussi plus d'OTU assignés, alors qu'à Rodrigue, on va retrouver plus d'OTU au total, ainsi que 3 embranchements en plus.
À mon avis, si on retrouve ces résultats pour Rodrigue, c'est dû à la différence de l'effort d'échantillonnage. On avait le double d'échantillons pour Rodrigue qu'à Réunion. Et du coup, je pense que c'est quand même la Réunion qui va être plus diversifiée par rapport à Rodrigue, mais ça, l'échantillonnage futur nous permettra de vérifier ou non. On remarque aussi que les proportions des OTU assignés au phylum en fonction des îles sont similaires, avec beaucoup d'OTU assignés aux éponges en fuchsia. Et pour ça, il y a deux hypothèses pourquoi on retrouve beaucoup d'éponges assignées. Donc l'hypothèse la plus simple, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces d'éponges dans mes échantillons. La deuxième, ça va être plus logique, c'est que les éponges, en fait, elles vont être mieux connues et donc il y aura plus de références dans les bases de données. Et la troisième hypothèse, qui est un peu plus subtile, c'est que les éponges, elles évoluent moins rapidement que les autres phylums. Et donc, à partir d'une seule espèce d'éponge dans une base de référence, on peut assigner plus d'OTU. Donc, personnellement, je pencherais plus pour cette dernière hypothèse et la création du référentiel barcode permettra de vérifier cette hypothèse. Maintenant, si on regarde de plus près les fractions pour chacune des îles, on remarque que les éponges, à chaque fois, sont le phylum le plus diversifié et que cette forte diversité, elle est accentuée dans les fractions sessiles, ce qui est finalement assez logique en sachant que les éponges, ce sont des organismes sessiles. Donc, au vu de ces résultats, on peut se demander ce qui passe dans les autres récifs. Donc, même s'il y a eu beaucoup d'armes qui ont été posées à travers le monde, il y a encore très peu de résultats publiés. Donc, voici une carte qui représente les sites d'études où les résultats ont été publiés et sont disponibles. Donc, ça va de 3 armes en Polynésie française avec l'étude de Ranson et collaborateurs en 2017, jusqu'à 87 armes posées dans la mer Rouge avec l'étude de Caravello et collaborateurs en 2019. Et donc, parmi toutes ces études, qu'est-ce qui ressort? C'est qu'en moyenne, il y a 27 embranchements de retrouvés, dont 17 embranchements de métazoaires sur les 36 existants, que le nombre d'OTU trouvés est toujours très supérieur au nombre d'espèces décrites précédemment sur le site d'étude, qu'il y a beaucoup de taxons rares, ce qui montre une très grande diversité. Par exemple, en mer Rouge, il a été montré que seulement 1,5% des OTU étaient retrouvés communs sur tous les sites. Ils ont aussi montré qu'il y avait un effet structurant des gradients environnementaux, tels que la température de l'eau ainsi que la productivité des eaux. En général, il y a très peu d'OTU assignés à l'espèce, c'est souvent inférieur à 10% des OTU trouvés. Et tous les auteurs se mettent d'accord pour dire que c'est une biodiversité qui est menacée et qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur le cryptobiome. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des difficultés de comparaison entre les études, notamment dues aux pipelines bioinformatiques qui vont être différents, qu'il y a une très grande diversité alpha et bêta du cryptobiome, qu'il y a très peu d'OTU avec des séquences de référence, ce qui montre que le cryptobiome est encore mal connu. Il y a des différences entre les communautés des îles dans le sud-ouest de l'océan Indien et qu'il y a de possibles différences dans les fractions. Donc il reste encore des inconnus, mais l'échantillonnage à venir permettra de répondre aux questions restantes. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voici quelques organismes BOMIL qu'on retrouve dans les ARMS.